Bonjour à tous et aujourd'hui je vous propose une étude de cas en Ayurveda. Une étude de cas qui repose sur des ballonnements, des problèmes digestifs du type lourdeur, acidité, flatulence, avec des migraines congestives et fréquentes et avec des douleurs au niveau des tendons et aussi une hypertension qui est plus récente suite à une récente prise de poids. Cette étude n'a pas été faite par moi. Elle a été faite par une de mes élèves de l'école Ayurveda Formation. Je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est une étude qui a été faite par Karine à la fin de sa formation de nutrition. Elle a voulu partager, elle était d'accord pour partager cette étude avec vous. Elle est très riche, donc ça suit une séquence ayurvédique et une logique ayurvédique très stricte. Et donc on arrive dès l'anamnèse, le recueil de données, vers les conclusions et puis pour donner les conseils. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette étude parce que à la fin on a une échange qui est très intéressante sur l'émotion. Quelle est la place de l'émotion selon l'Ayurveda? Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle est mentale? Donc est-ce qu'elle est dans le corps ou est-ce qu'elle est dans notre tête, en fait dans notre mental? Et du coup on finalise comme ça. Donc je vous dis de profiter de cette étude qui est très très intéressante et encore une fois merci à Karine de vouloir la partager. Alors, concernant donc, le profil de la personne que j'ai pu observer, donc on va l'appeler Monsieur O. Donc, il est donc de sexe masculin, il a 46 ans, il fait un poids actuel de 88 kg et il me dit que son poids de forme, c'est plutôt 80 kg. Il fait 1,79 m, il est de type caucasien, il travaille dans la fonction publique territoriale à un poste à responsabilité, il est manager. Et il a également une activité supplémentaire puisqu'il est hypnothérapeute certifié. Donc, concernant sa vie familiale, il est marié depuis 23 ans, il a rencontré sa femme à l'âge de 19 ans et me dit être toujours autant amoureux de sa femme auprès de qui il se sent en confiance et aimé. Il a 2 enfants, un garçon de 22 ans qui est technicien en laboratoire de biologie médicale et une fille de 19 ans en licence d'art plastique. Les 2 vivent au domicile pour le moment familial. Il y a une ambiance familiale sereine, une famille soudée qui est beaucoup dans le partage. Et il a un chat, mais il n'en est pas allergique. Au niveau du profil médical, donc ses allergies connues, il a de l'asthme au printemps depuis l'adolescence, donc Pracopa de Cappadocia. Il est également allergique aux graminées et au bouleau, l'arbre, aux pêches, pommes et aux oléagineux. Le traitement allopathique actuel, il a ponctuellement des antihistaminiques comme ventoline et citirézine. Il n'a pas d'autres traitements ni compléments alimentaires pour le moment. Au niveau de ses antécédents médicaux, il a subi 2 opérations pour la pose de broches suite à des fractures du bras gauche à l'âge de 12 ans. Suite à un accident de voiture, il a été renversé par une voiture. Il a également eu 3 côtes cassées à l'âge de 17 ans suite à un choc au rugby. Il a eu un trauma crânien et 2 côtes fêlées suite à un accident du travail à l'âge de 22 ans. Sinon, il a eu des maladies infantiles habituelles sans complications comme la varicelle et les oreillons. Il ne ressent pas de douleur physique sur ses blessures depuis. Ne tombe pas facilement malade, me dit-il. Il a seulement eu la Covid en fin 2021, entraînant peu de symptômes, uniquement de la fatigue. Au niveau des cycles de vie de la personne, donc au niveau de sa période de l'âge Kappa, donc en tant qu'enfant, il avait une alimentation plutôt traditionnelle de type agricole et industriel, plat en sauce, grasse, sucrée, tendance à manger entre les repas. Sa vie familiale était plutôt stable. Il a 2 sœurs, pas de parents divorcés, mais peu de conversations et d'échanges entre eux. Il avait une enfance protégée approximativement jusqu'à l'âge de ses 6 ans. Ensuite, à l'arrivée des sœurs, il a fallu se débrouiller et apprendre seul. Au niveau de l'affection parentale, il en a eu de sa maman jusqu'à la préadolescence et du père, jamais. Depuis l'âge de ses 25 ans, il est d'ailleurs en froid avec ses parents qui n'ont pas accepté son mariage. Et il me dit qu'au regard de son enfant, au regard de ce qu'il a vécu dans son enfance, ça ne le perturbe pas à ce jour, puisqu'il a trouvé un équilibre au niveau de sa propre famille qu'il a créée. Au niveau du poids, à sa naissance, c'était un gros bébé, plus de 4 kilos, il est né à terme. Depuis l'enfance et à l'adolescence, il a toujours été en léger surpoids constant. Il a été alité à sa connaissance durant 6 mois. Santé, il n'a pas d'otite répétée, pas d'angine répétée. Il a eu de l'asthme donc à partir de 12 ans, avec des bronchites asthmatiformes, très peu d'acné et des maladies infantiles, comme dit ultérieurement. Au niveau de son comportement, de son caractère,
Il me dit avoir toujours été plutôt calme, doux, pas de colère, pas de rébellion, même à l'adolescence, puisqu'il part du foyer à l'adolescence pour l'internat. Au niveau de l'habitude générale de ses vies, au niveau de la période à l'âge PITA, donc actuel, il me dit pratiquer une activité physique hebdomadaire de 2 à 3 fois par semaine, comme de la course à pied, du renforcement musculaire et du surf. Même s'il avoue en faire un peu moins depuis quelques mois, car ses responsabilités au travail lui prennent beaucoup de temps. Au niveau de la régularité de sa prise de repas, il me dit que oui, il fait 3 repas par jour, plus parfois une collation. Il les prend plutôt à heure régulière. Il me dit n'avoir aucun trouble du comportement alimentaire actuel ou passé. Pas d'addiction alimentaire connue ou consciente en tout cas. Il a consommé du tabac. Il a arrêté depuis donc 20 ans pour ses enfants, sa femme et sa propre santé. Il ne consomme pas d'alcool, il n'aime pas ça. Au niveau de son sommeil, il a tendance à se coucher plutôt à des heures régulières également, vers 22h30 en moyenne. Et son réveil se fait naturellement entre 5h30 et 6h30 également en moyenne, donc soit 7 à 8 heures de sommeil par jour. Donc au niveau de ses motifs de consultation, il me dit avoir des troubles digestifs, des lourdeurs, des acidités, des flatulences, des migraines congestives fréquentes, des douleurs au tendon du pied droit et gauche. Il est suivi d'ailleurs par un kinésithérapeute régulièrement. Et il a de l'hypertension depuis peu. Il suppose suite à sa prise de poids 8 kg. Son lieu de vie actuel, il vit en Bretagne Sud. Il a vécu entre son enfance et son âge adulte uniquement trois déménagements, mais dans 3 départements tempérés à tendance humide, puisqu'il est né en Loire-Atlantique, donc Pays de la Loire. Il a déménagé ensuite pour ses études et son travail en Maine-et-Loire, toujours donc en Pays de Loire. Et à sa demande et suite à un concours, il a déménagé donc dans le Morbihan, donc en Bretagne Sud, dans lequel il vit depuis 2018. Donc voilà, trois régions donc tempérées à tendance humide et venteuse. Au niveau de son habitat, il vit dans une restaurant et auprès de l'océan Atlantique. Donc c'est plutôt humide et avec beaucoup de vent. Au niveau de son habitat professionnel, il travaille dans des bureaux collectifs avec beaucoup de courants d'air et du chauffage au sol. Il y a beaucoup de mouvements puisque ce sont des open space. Donc, il y a tout le temps du mouvement autour de lui. Et sinon, c'est un chauffage électrique au sol. Au niveau de ses trajets quotidiens, il passe environ 80 minutes par jour sur la route. Ce sont des routes du littoral, donc avec certes de très beaux paysages, mais des bouchons quotidiens. Donc, ce sont donc au niveau des gounas, c'est plutôt dense et lourd au niveau du trajet. Au niveau de ses caractéristiques générales physiques, alors donc il est plutôt de taille et de corpulence moyenne. Il peut faire le tour de son poignet avec son pouce et son index sans problème. Donc, on serait sur du pita. Le poids stable avec une tendance à la prise de poids. Il aime manger, il le dit, mais à le perdre plutôt facilement s'il fait du sport et une alimentation surveillée, et ce depuis toujours. Il a une peau lisse et épaisse avec quelques petites rougeurs. Visage ovale et symétrique. Il a des yeux clairs, très bleus, de taille moyenne. Il a un regard doux et expressif. Son cou et ses oreilles sont moyennes. Son nez est plutôt grand avec de larges narines. Ses lèvres sont également moyennes et charnues. Elles ont une tendance à être sèches en hiver. Sa langue est large, rose foncé, lisse et sort peu. Il a quelques traces sur les dents, sur les côtés de la langue. Mais je n'ai pas vu de signe d'amas au niveau de la langue. Ses ongles sont lisses, réguliers, roses mais mous. Il a des dents plutôt irrégulières et un peu grisâtres. Il a des dents de sagesse non opérées et n'a pas eu de traitement orthodontique. Il a très peu de pilosité. Il a des cheveux secs, fins et souples, avec une tendance aux pellicules. Il est grisonnant et peu d'épaisseur. Ses mains sont larges. Sa paume de main est plus courte que la longueur de ses doigts et ses doigts ne sont pas boudinés.
Ses pieds sont de taille moyenne et sa voix est douce, rassurante, profonde et posée. Donc, au regard de toutes ces caractéristiques physiques, j'ai pu poser au départ, on verra plus tard après comment j'ai creusé, une hypothèse de prakruti de type Pitta Kappa et avec une vikruti de type Vata Kappa Pitta dans l'ordre. Donc, j'avais donc mis des photos, mais j'arrive pas à faire le partage d'écran. Donc, voilà, concernant sa langue, les dents, les yeux et les mains. Tu peux faire le partage d'écran si tu J'y veux. arrive pas. Tu as J'y arrive essayé? pas. Tu Ouais, j'y as un arrive pas. bouton en bas qui te dit... Ben oui, je sais. Ouais, je le fais au travail pourtant, mais là, il veut pas. J'arrive pas. Je l'ai mis dans mon OneDrive, il veut pas passer. D'accord, bon, Ouais, c'est pas grave. je suis désolée. Ouais, je suis désolée. Donc, au niveau de sa langue, on voit bien une craquelure nette sur l'emplacement du poumon droit qui marquerait l'asthme. Sinon, il a de multiples points rouges qui peuvent laisser supposer une inflammation de type Pitta, plus une marque sur les dents sur le côté de la langue avec une inflammation éventuellement du système digestif. On est toujours sur du Pitta. Au niveau donc, des dents et des gencives, les dents sont irrégulières, un peu jaunâtres, pas de traitement orthodontique, gencives roses non enflammées et pas de déchaussement constaté. Voilà, hypothèse de prakruti, Pitta Vata, point d'interrogation pour le moment. L'analyse de l'œil, iris de couleur claire, blanc de l'œil, quelques rougeurs avec une irritation lors des allergies, pas de larmoiement sauf au printemps et une sécheresse oculaire. L'analyse des mains, donc, comme je vous disais, doigts de longueur moyenne à courte, doigts légèrement plus courts que la paume, articulation non visible, peau non transparente, peau rosée, pas de signe de sécheresse apparente. Pour le moment, hypothèse de prakruti, Kappa Pitta. L'analyse des cheveux, épais et fins. Il était blond, très très blond étant petit. Ils sont maintenant grisonnants, tendance aux pellicules. Donc là, y a-t-il un déséquilibre Vata, point d'interrogation. Une tendance sèche, déséquilibre Vata, point d'interrogation. Des démangeaisons, Kappa, sécheresse Vata. Je suis toujours dans l'interrogation à ce moment-là dans mon étude. Et une perte de cheveux, Asti, au niveau des datus, Vata, toujours point d'interrogation. Au niveau des caractéristiques générales physiologiques, il a un niveau d'énergie plutôt irrégulier tout au long de la journée. Et ce, donc en fait, depuis qu'il a ses nouvelles missions de manager, étant plus jeune, il avait une énergie modérée, aimant se dépasser. Donc là, il avait, je dirais, plutôt une prakruti Pitta et avec là, une vikruti Vata depuis. Il a une résistance, une force physique modérée depuis toujours, donc Pitta. Il ne tombe pas facilement malade. Il a par contre, depuis l'âge adulte, tendance aux inflammations, tendons, gastrites et petites hémorragies, saignement du nez par exemple. Mais c'est souvent pendant ses allergies en fait. Ses climats tempérés, donc c'est plutôt chaud et tempéré. Et depuis quelques années, il a une tendance à une frilosité plus accrue. Et ce, depuis en fait qu'il vit en Bretagne. Il est sensible au vent et à l'humidité. Jeune, il était plutôt sensible à la chaleur. Il est sensible aux lumières fortes, depuis toujours, mais aggravé à vieillir. Et les extrémités froides en vieillissant, mais pas moites. Suite à toutes ces observations, mon hypothèse de prakruti serait de type Pitta Kappa et hypothèse de vikruti pour le moment Vata Pitta Kappa. L'état digestif de la personne. Donc là, j'ai analysé l'agni et les malas. Donc, concernant la qualité de l'agni, la personne mange à des heures régulières. Donc là, on serait plutôt sur du Pitta Kappa. La personne a envie de manger. Elle a faim. Elle a une faim physiologique en tout cas, mais plutôt tardive. Donc là, la faim physiologique serait plutôt Pitta et tardive serait toujours sur du Kappa. La faim se manifeste donc rarement le matin, pas avant, on voit 11h30 en général et vraiment pas très souvent. Le midi, il va avoir tendance à avoir faim vers 11h30 avec une digestion lente. Et le soir, vers 18h, il sent également sa faim arriver, toujours avec une digestion lente. La personne apprécie de manger. C'est un moment plaisant pour elle. Les aliments qu'elle apprécie en général sont les aliments rassasiants, sucrés, pain, pâtes, riz, pommes de terre, protéines, sauf le poisson qu'il n'apprécie pas, les produits laitiers, les pâtisseries maison industrielles, les excitants comme le café et le maté, mais également les légumes, les fruits de saison et bio de préférence. Concernant les habitudes de la personne lors des prises alimentaires, il aime cuisiner maison, mais il ne se soucie guère du mode de cuisson, ne maîtrise pas les bonnes associations alimentaires et n'a pas l'habitude d'observer sa digestion.
sauf qu'il s'est rendu compte qu'il avait une tendance à mal digérer donc le blé raffiné. Et il a également une tendance à ingérer trop de quantité. Il est gourmand, il a besoin de se sentir rassasié. Il mange trop vite, il en est conscient. Il mange assis, sur une table ou sur un bureau. En général, des produits de l'agriculture biologique, environ 40% de son alimentation, de production locale, environ 20%, mais également issus de la grande distribution, environ 40%. Des produits de saison favorisés, prises alimentaires en général à des horaires réguliers. Elle me dit reconnaître, donc Monsieur O me dit reconnaître ses sensations de société, mais trop tard. Il a déjà à gérer trop d'aliments et il pense que c'est parce qu'il mange trop vite en fait. Son mode de cuisson utilisé de préférence, c'est le micro-ondes parce que c'est ce qu'il y a de plus simple au travail. Et sinon, à la maison, il va favoriser plutôt la poêle avec de l'huile chauffée sur des plaques induction et au niveau d'un four à chaleur tournante. Il fait peu, voire pas du tout de cuisson vapeur. Elle n'a pas une tendance au grignotage, sauf éventuellement en période de stress. La personne n'a pas de pulsion alimentaire. Au niveau de son processus d'élimination, il a des selles régulières, 1 à 2 fois par jour, bien moulées, urine claire à jaune, 4 à 6 fois par jour. Il faut savoir qu'il boit énormément de thé et de maté. Transpiration peu abondante, il transpire uniquement à l'effort intense, il n'a pas constaté d'odeur. Au niveau de l'observation de la personne sur sa propre digestion. Alors, il s'est rendu compte d'avoir des éructations, des gaz, des ballonnements, des nausées, des brûlures, douleurs en bas à droite du côlon. Donc là, on est sur du siège vata avec une fermentation du côlon ascendant, avec des difficultés à digérer les glucides raffinés. À quel moment? En général, dans les 2 heures qui suivent le repas, après certains aliments comme le pain blanc, les pâtes blanches au blé et le pain de mie. Personnellement, moi, j'ai également observé quelques irritations et gargouillements quand il me parlait. Au niveau de son état d'agnie, il a une sensation de faim présente. Il a un plaisir de manger, mais avec une digestion parfois lente et difficile, lourdeur, acidité, gaz, en fonction des aliments ingérés. Là, je pars sur un mandat agni avec un déséquilibre kappa, point d'interrogation, même si je pense que le kappa est également dans sa physiologie à la base. Donc après, j'aurais pu partager, je vous aurais montré son journal alimentaire que j'avais fait sur 5 jours. En substance, malgré qu'il n'ait pas faim, il apprécie de manger son pain le matin avec son beurre demi-sel, comme il me dit, il n'est pas breton pour rien, avec son café. Il a un manque de variété dans ses repas qu'il apporte au travail. C'est toujours du jambon, du taboulé industriel, de la salade composée, du poulet éventuellement avec des légumes, de compote, et il apprécie son chocolat à 85% en fin de repas. Et il mange peu de viande rouge car il n'en apprécie pas spécialement le goût. Au niveau donc de la qualité de ces mâts-là, 1 à 2 fois par jour, comme je vous disais, elles sont plutôt lourdes et grasses avec parfois un peu de mucus. Là, on aurait peut-être un déséquilibre kappa, pour le coup avec de la main. Au niveau des mutras, des urines, elles sont pâles et abondantes. Il boit beaucoup de thé. Étant plus jeune, ses urines étaient abondantes et plus foncées. Il avait tendance à se retenir, à ne pas aller aux toilettes, à ne pas s'écouter en fait. Au niveau de Suéda, sa sueur, depuis toujours peu de transpiration et pas d'odeur, seulement à l'effort, il transpire mais toujours pas d'odeur. Donc j'ai constaté donc un état des malas avec une présence d'amas au niveau du mucus dans ses selles. Au niveau de la qualité du sommeil de la personne. Il a un sommeil léger et difficile, toujours depuis qu'il a ce nouveau poste. Étant plus jeune, c'était un sommeil profond, adorait dormir. Il me dit qu'il aurait pu y avoir une tempête, ça ne l'aurait pas réveillé. Rêve, peu de rêves depuis toujours. Réveil naturel vers 6 heures, voire avant. Pas de réveil nocturne. Le sommeil arrive rapidement après le repas du soir, vers 21h30, 22h, qui est la période kappa. Donc là, toujours dans mes observations, je pars toujours sur une hypothèse de prakruti de type Pitta Kappa ou Kappa Pitta. Là, pour le coup, maintenant, j'hésite à ce niveau-là de mon étude. Et une hypothèse de Vikruti de type Kappa Pitta Vata. Au niveau des caractéristiques générales psychologiques, les gunas du mental, il est heureux dans sa vie, il est enthousiaste, il est serein, il a un esprit clair, qui montrerait donc un gunas plutôt sattva. Il a des traits de caractère, il est créatif, dynamique, optimiste, il est plutôt intelligent, il me semble droit, sérieux, humble quand il parle, il a l'air généreux et reconnaissant de ce que la vie lui apporte. Et on est toujours sur un gunas de sattva, même si sattva n'est pas un gunas, je peux le préciser. Au travail, il est depuis toujours persévérant, il aime mener un projet à long terme, donc là ce serait plutôt du rajas. Il a un apprentissage ni rapide ni lent, il est plutôt visuel avec une bonne mémoire, donc là toujours un gunas du mental rajas.
Prise de décision en urgence très rapidement, réflexion de fond, plus réfléchie et immuable. La Rajas Tamas. Ah, je t'entends plus, Rita. C'est moi, j'avais enlevé le. J'ai Pardon. pensé que maintenant, en fait, que j'aurais dû partager moi. Alors, de mon côté, c'est un peu déformaté parce Oui, que je l'avais c'est ce que transformé en Word, oui. mais j'aurais dû Mais partager mon parce Word que avait planté, ouais. vous voyez comme c'est beau ce qu'elle a fait. Elle a mis tout en s'inscrit. En plus, ça mérite d'être partagé. Alors, tu étais vers quelle page, dis-moi? Alors là, je suis Voilà sur les la page photos. numéro 7. Voilà, Page c'était les numéro. photos que je souhaitais Là, vous c'est les montrer. Voilà. photos. Page numéro 7, on est là. Voilà. Donc là, c'est mes commentaires, hein. Il faut ignorer un peu mes commentaires. D'accord. Donc là, je vais reprendre. Donc, au niveau de sa vie sociale, il a peu d'amis, mais des vrais, et une famille. La famille est très importante chez lui. Au niveau du changement, il aime si c'est uniquement pour se dépasser. Sinon, il n'aime pas trop le changement. Rapport à la ponctualité, il est très ponctuel et ne supporte pas le retard. Donc là, on est toujours sur du Rajas. Au niveau de sa situation financière, il est plutôt économe, réfléchi sur les dépenses. Donc Tamas. Et croyance profonde, son leitmotiv, c'est que rien n'est impossible. Voilà. Donc, au niveau de mes observations, toujours au niveau de mon hypothèse de Prakruti, je suis toujours sur du Pitta Kapha ou Kapha Pitta avec un gunas du mental prédominant, Rajas et Tamas. Au niveau de ces, je me suis permis de lui poser quelques questions ouvertes. Donc, quelles étaient ses valeurs? Donc, il me dit être honnête, que la famille est très importante et il accorde beaucoup d'intérêt à la confiance. Ses hobbies, c'est les sports d'endurance de force comme le surf et l'hypnose. Ce qu'il aime le moins dans la vie, c'est le profit au détriment d'autrui et se lever de bonne heure. Donc là, on est également sur du sattvique. Je lui ai demandé en quoi il croyait. Il m'a dit en mes proches et en moi-même. C'était voilà, pour essayer d'appuyer un petit peu déjà mes premières analyses. Et de quoi il avait peur dans la vie? Il a peur de perdre ses proches, il a peur des serpents, il a peur de perdre son autonomie. Au niveau donc, des gunas du mental, toujours prédominant, je suis toujours donc, par rapport aux questions ouvertes sur du Rajas et du Tamas. Au niveau de l'évaluation de ces datus, donc là, j'avais fait un tableau, voilà, pour montrer en fait qu'en général, ces datus étaient plutôt optimaux, que ce soit au niveau de Rasa, qui est le datus Kapha, de Rakta, Mansa, Meda, Asti, Madhya, Shukra. Par contre, il a quand même en augmentation au niveau du Rasa, il note des nausées. Et en diminution, il a plutôt des tremblements, des palpitations et des douleurs, mais également depuis finalement qu'il a ce nouveau poste à responsabilité. Au niveau de Rakta, il est en augmentation puisqu'il y a de l'hypertension, il a de l'herpès quand il est fatigué et une lenteur digestive et inflammatoire. Au niveau de Meda, donc Datus Kapha, il a de l'asthme, de l'hypertension et de la fatigue. Et en diminution, toujours de la fatigue, articulation qui craque. Et le Medja Dhatu Kapha, en augmentation, la lourdeur des yeux, lourdeur dans les membres. Et en diminution, petit point devant les yeux quand il se lève. Donc là, ça serait l'hypertension. Au niveau de son Ojas, plutôt satisfaction et corps bien nourri, il me dit avoir de la force. Donc là, au niveau de mes observations à ce moment-là, au niveau des datus affectés, je me rends compte qu'il y a une majorité de datus liés à Kapha dosha, en fait. Relation des signes de déséquilibre avec les doshas. Donc, constatation actuelle donc, concernant ces migraines, puisqu'il vient pour ces migraines également au niveau de la consultation et de ses tendinites, on se rend compte que ce sont des douleurs qui sont plutôt modérées, lourdes et constantes. On est sur un kapha déséquilibré pour le coup. Au niveau de ses sécrétions, donc ce sont des gaz, donc ce serait plutôt du vata. Il a des saignements de gencives pitta, il a du mucus lors de ses crises d'asthme, donc c'est du kapha. Couleur de peau, sel, urine et muqueuse, bon, vata, bon, rien, RAS. Plutôt au niveau kapha, c'est plutôt blanc et pâle. Goût dans la bouche, il me dit avoir un goût plutôt salé ou sucré. Il a du mal à définir. Au niveau de la gorge, il a une accumulation de mucus toujours quand il est en crise asthmatique. Au niveau de l'estomac, il a des irritations fréquentes lors de l'ingestion de blé raffiné de plats industriels. Donc là, on serait sur un déséquilibre vata. Il a un gros appétit avec des reflux gastriques, on est sur du pitta, et du kapha, digestion paresseuse, nausées et lourdeur d'estomac. Au niveau de ses intestins, ils sont recouverts donc, a priori de mucus, puisque dans ces selles, pour Isha, elles sont solides, grosse quantité et toujours contenant du mucus.
Au niveau de ses urines, ultra, beaucoup de liquide, fréquence augmentée, blanche ou pâle. Et mental, essence, léthargie, hypersomnie quand il a trop mangé. Voilà, donc au niveau de mes observations, on observe la majorité des signes de déséquilibre qui sont en relation toujours avec kappa dosha. Donc à ce moment-là, je me pose vraiment la question, quand j'en suis rendue à cette analyse au départ, que kappa serait vraiment au niveau de sa prakruti physiologique, mais qu'il y aurait quand même un déséquilibre à ce niveau-là. Au niveau donc de ces symptômes, donc j'ai essayé de les localiser, la fréquence, les caractéristiques, et au niveau du Mulasthana et des Dhatu. Je me rends compte que les Dhatu concernés sont plutôt Rasa, Rakta, Emansa et Meda. Ici également, on observe la majorité des signes de déséquilibre qui sont en relation avec kappa dosha. Au niveau de ma synthèse, de mes conclusions, l'hypothèse de Prakruti, beaucoup d'éléments terre, feu et eau. C'est une personne de nature stable, calme et réfléchie, personne patiente et tolérante. Sait cependant se mettre en colère quand il le faut, me dit-il. Personne vive qui sait ce qu'elle veut, peut parfois être têtue, n'aime pas modifier sa zone de confort facilement. C'est une personne généreuse, fidèle, sélective dans ses relations, franche et parfois tranchante. Elle n'hésite pas à dire les choses quand elle estime que ça nécessaire. Peut faire preuve d'une certaine rigidité. Ses problèmes majeurs, c'est qu'il n'extériorise pas facilement ses émotions. Ses proches, d'ailleurs, a priori, lui reprochent. Il aime le sport d'endurance et de compétition, mais a une tendance à la procrastination s'il n'y a pas de but derrière l'action à entreprendre. Il est organisé, il est efficace, avec une tendance de leadership. C'est un bon dormeur depuis l'enfance, sauf actuellement avec une anxiété. Est-ce qu'il y a des équilibres vata à ce niveau-là? Hypothèse de Prakruti, au regard des caractéristiques évaluées ci-dessous, je suis toujours sur un kappa pitta ou un pitta kappa. Là, j'ai du mal à faire la différence. Au niveau de l'hypothèse de Vikruti, depuis son entrée dans la vie active, donc période pitta, la personne observe des changements physiologiques et psychologiques tels que l'anxiété, un sommeil perturbé, aggravation de vata, brûlure gastrique, aggravation pitta, éructation, ballonnement en fonction des aliments ingérés, déjà identifiés à ce moment-là, produits à base de céréales et de sucre raffiné essentiellement. Des flatulences, vata, fatigue chronique, lourdeur après les repas avec une présence d'ama, mucus kappa au niveau des selles, un surpoids, kappa, une légère hypertension qui est donc une maladie de pléthore, c'est toujours du kappa, avec des migraines congestives, on est toujours également sur du kappa. Hypothèse des doshas déséquilibrés, kappa et pitta, inflammation digestive légère avec pitta, lourdeur kappa, mucosité, allergie du printemps, présence d'ama, prise de poids kappa, migraine congestive kappa. Au niveau de Nidanam, à cause de la maladie, pour moi, il y a du mental puisqu'il y a de l'anxiété. Depuis ces nouvelles responsabilités qui a entraîné donc des causes physiques par la suite. Le dosha à l'origine des déséquilibres, pour moi, il y aurait un manque de dosha, de vata dosha, favorisant une augmentation de kappa et de pitta dosha. Les causes extérieures, l'anxiété et les allergies. Au niveau de Samprapti, donc les développements de la maladie, les datus affectés seraient donc une majorité de datus liés à kappa dosha. L'état général de l'agni de la personne, on est sur un manda agni, mais je pense physiologique et aggravé en cas d'injection de céréales et de sucre raffiné qui lui entraînent des lourdeurs. Les manifestations des malas, il y a une présence de ama au niveau des selles. Stade de Kriyakala, je pense à un stade 2, car il y a des douleurs non régulières et fluctuantes, mais elles ne sont pas réellement fixes, parce qu'il peut aussi bien avoir une tendinite un jour que le lendemain, il a une douleur à l'estomac. Enfin, il n'y a rien de fixe, en fait, c'est fluctuant. Et au niveau du balage général de la personne, il a une bonne force physique et psychologique, il a une bonne endurance, mais une légère fatigue due à un sommeil irrégulier. Donc, moi, j'ai demandé ce que M. O était prêt à faire pour améliorer donc, les petits désagréments qu'il rencontrait. Alors, il me dit être prêt à limiter les sucres raffinés, mais pas les supprimer. Il est trop gourmand et favoriser les sucres complets et naturels comme le miel, ce qu'il ne fait pas actuellement. Limiter les légumes en conserve et surgelés, qu'il consomme déjà très peu au quotidien. Limiter, mais pas supprimer les excitants, maté, café. Être plus raisonnable quant à la quantité dans l'assiette arachide, parce que là, il se dit vraiment trop gourmand et ayant les yeux plus gros que le ventre. Ce que la personne ne se sent pas capable de faire pour le moment, c'est supprimer, voire même limiter son pain et son beurre de micelle le matin ou même dans le reste de la journée. Ça, il aurait beaucoup de mal. Et supprimer totalement le café. Il veut bien réduire, mais pas le supprimer totalement. Donc, Sikitsa, donc les conseils, au regard
du but thérapeutique et des priorités établies avec le client. Donc, il faudrait calmer son anxiété afin de favoriser un meilleur sommeil, une meilleure digestion et ainsi favoriser également peut-être moins de maux de tête. Par quelle approche? En partant de l'hypothèse que la prakriti de la personne est kapha pitta ou pitta kapha et que sa vikruti actuelle serait kapha pitta, mes conseils seraient les suivants. Une approche langana sans déséquilibrer le vata, dosha, responsable des déséquilibres kapha pitta constatés, avec une approche possible au regard du bala de M. O. Donc, harmoniser son vata dosha par une routine quotidienne, garder de la régularité dans les horaires de repas et de sommeil, garder une activité physique régulière, modérée et adaptée à son bala, donc comme la marche à pied, la natation, le yoga, et s'aérer régulièrement avec un contact avec la nature. Harmoniser le dosha actif de la saison, à savoir pitta, puisque là, nous arrivons... nous sommes dans la période pitta, puisque nous sommes en été. Donc, manger en quantité adaptée, écouter, observer sa sensation de faim et de satiété, éviter les nourritures trop chaudes, épicées et salées qui aggravent l'hypertension et les acidités que M. O rencontre, favoriser une nourriture amère et astringente, salutaire également pour kapha en excès, équilibrer kapha en excès, qui est plutôt humide et gras, donc favoriser une nourriture amère et astringente, salutaire également pour le coup pour pitta, limiter les aliments trop lourds à digérer et limiter les quantités lors des repas. Donc là, après, à la fin, j'avais fait donc une fiche conseil que je pensais donner donc, à chacun de mes clients après. Voilà. Donc, avec une petite introduction, comme quoi j'attirais leur attention qu'une routine adaptée ne se met pas en place du jour au lendemain pour qu'elle soit durablement inscrite dans leur quotidien sans prendre la forme de contraintes. Il faut veiller à intégrer les conseils qui sont faciles à mettre en place pour elles. Il n'y a pas d'interdiction, seulement des recommandations. Il faut simplement ajuster les quantités, la fréquence en fonction de leur faim et de leur capacité à digérer et comme quoi l'écoute de leurs sensations est primordiale. Au niveau de la quotidienne conseillée, donc pour Monsieur O, c'est se lever et se coucher toujours à l'heure régulière, ce qu'il fait quand même déjà. Boire un verre d'eau tiède le matin à jeun, ce qu'il ne fait pas actuellement. Aller aux toilettes si possible dès le lever, ce qu'il ne fait pas actuellement. Pratiquer une activité physique régulière qui lui plaît, donc comme la natation, la marche active et le yoga, pour limiter le monde agni et calmer l'anxiété. L'alimentation conseillée, au regard de ses demandes et de ce qu'il est prêt à faire ou à pas faire, donc toujours garder 2 à 3 repas par jour. Je lui ai dit que le petit déjeuner était facultatif puisqu'il me dit de ne pas avoir faim. Donc, je lui ai dit vous pouvez manger, mais uniquement si vous avez faim, avec un dîner plutôt léger et sans protéines animales pour ne pas surcharger le kapha. Restez vigilant sur les quantités ingérées et privilégiez les laits et yaourts végétaux puisque ce sont des produits fermentés qui aggraveraient son pitta. Sinon, après, dans les autres conseils, ce serait privilégier une alimentation chaude et bien cuite avec des épices carbonatives comme le cumin et le fenouil, limiter les sucres raffinés, le sel et les aliments trop acides et favoriser les goûts amers et astringents. Et limiter également le gluten. Préférer le ghee au beurre classique, alors il ne connaissait pas, donc il va goûter. Limiter l'ajout de matières grasses. Cuisiner avec des épices, sauf celles qui sont trop piquantes ou trop fortes pour ne pas aggraver le pitta. Et sur les 2 cafés journaliers, en remplacer un par de la chicorée et remplacer le maté par du rooibos, qu'il ne connaissait pas non plus. Donc, je vais donner un exemple de petit déjeuner uniquement si la faim était présente. Je lui dis bien que si elle n'est pas présente, prendre juste son verre d'eau tiède ou prendre une infusion. Je lui donne une recette donc à base d'orge, de fruits cuits et de raisins secs qui est compatible avec un kapha et un pitta, sans déséquilibrer le vata. Je lui donne également un exemple de déjeuner en composant son assiette de légumes cuits à la vapeur ou sautés qu'il apprécie. Éviter également le fromage, qui sont également des produits fermentés. Et toujours garder son petit plaisir de carré de chocolat noir ou de caroube qu'il ne connaissait pas non plus. Donc, il m'a dit qu'il allait y goûter et découvrir. Et je donne également un exemple de dîner avec un dîner plus léger, avec un plat unique comme un kitchari ou une soupe suivie d'un ragoût, d'un plat mijoté végétarien. Et je lui ai donné la recette de kitchari que nous avions eue. Donc, un suivi est prévu. Donc, je n'ai pas revu cette personne depuis. Un suivi est prévu fin juillet à son retour de vacances. Je l'ai cependant eu par téléphone la semaine dernière. Il me dit que le fait de manger dans de plus petites assiettes, comme je lui avais conseillé le midi et le soir, et de ne pas se forcer le matin, il ressent moins de douleurs digestives et moins d'éructation. Il continue à limiter les sucres raffinés et a réussi à limiter les produits fermentés, ce qui lui limite beaucoup les brûlures gastriques. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue.
Merci Karine. Oui, tu as été beaucoup trop longue, hein. Tu as pris une demi-heure. Merci Karine. Oui, tu as été beaucoup trop longue, hein. Tu as pris une demi-heure. Donc, tu as été longue. Mais c'est pas grave, je t'ai laissé parler parce qu'on a juste une personne de plus avant la pause repas. Donc, alors, ton étude de cas, il est bien structuré, il est très beau d'ailleurs. Moi, ça me plaît là quand il y a du sanskrit, ça me plaît beaucoup. Il y a une petite incohérence, enfin, c'est pas une incohérence, c'est une erreur de structuration, mais du coup, comme on a un peu dépassé le temps, je ne vais pas me prolonger là-dessus. Je l'ai mis dans les commentaires de l'étude de cas et tu peux aller le voir par la suite. OK? Donc, en fait, c'est si tu donnes des conseils, si tu fais des conclusions, donc dans tes conclusions, il y a Vata qui est un peu à l'origine de tout ça, il faudrait que ça soit présent de partout. Il faudrait que ça soit présent dans les buts thérapeutiques, etc. Donc, il y a juste cette structuration à refaire. Une autre chose, Karine, c'est qu'il faut que tu prennes de l'assurance. Il faut que tu crois plus en toi, dans le travail que tu fais. Parce que dans beaucoup de situations, tu te mets interrogé, en fait. Tu pars sur une hypothèse et tu mets point d'interrogation sur beaucoup de choses. Et en fait, tout ce qu'on a appris dans cette formation, c'est que justement, on part sur des hypothèses. Mais à partir du moment qu'on part sur une hypothèse, on part sur une hypothèse. On sait que c'est une hypothèse. Donc, on sait qu'on doute de soi-même. Mais au bout d'un moment, quand on part sur une hypothèse, on part de façon sûre. C'est-à-dire qu'on va suivre. C'est tout l'intérêt d'avoir très clair qu'est-ce que c'est notre nidanam, qu'est-ce que c'est notre samprati, pour qu'il y ait une certaine logique qui suit. Et si à un moment donné, on observe que nos hypothèses de base, elles étaient faussées en fait, parce que plus on enlève la Vikruti, plus la Prakruti elle est présente, elle est manifestée, plus on se rend compte qu'au final, les conseils qu'on a donnés, qui étaient en cohérence avec nos conclusions et n'ont pas donné des fruits, ben là, tu changes ton hypothèse. Mais en fait, quand tu te lances, il ne faut pas que tu doutes de toi. Si tu doutes trop de toi, en fait, tu ne peux jamais avancer, tu ne peux jamais conseiller la personne et en plus, ça va se voir. Une personne qui vient te voir, elle reconnaît en toi une expertise. Si toi, tu n'es pas sûr de toi, ben, la personne, elle va pas se sentir sûre d'elle de suivre les conseils que tu lui donnes. Donc ça, c'est très important de prendre une assurance sur toi, sur le travail que tu fais. Tu fais un très bon travail, hein. C'est une très bonne étude de cas. Elle est très dense. Tu as donné beaucoup de détails, donc ça se voit aussi dans ta présentation orale. C'est pour ça qu'elle a été longue. Une autre chose, c'est que c'est peut-être du ressenti, mais j'ai eu l'impression que tout au long de ton étude de cas, tu étais toujours dans une recherche des Mahagunas. Et donc, tu étais toujours dans une recherche de voir quel était le déséquilibre au niveau mental. Et parfois, il y avait certaines situations qui sont tout à fait sattviques, où tu mettais Rajas ou Tamas. Donc ça, en fait, peut-être d'être moins dans la recherche, d'être plus à l'écoute. Donc là, vous avez fait une étude de cas sur 4 mois. Donc, tu te poses de plus en plus de questions. Les questions y reviennent. On retourne ça parce que c'est pour une étude de cas. On est dans une bulle un peu pédagogique où on doit expliquer la chose. Mais dans ta pratique professionnelle, il faudrait que tu sois plus dans l'écoute et les choses qui t'interpellent, tu notes. Au lieu d'être tout Donc, le temps là. Pardon, excuse-moi Rita, être-moi finalement dans la théorie. Être moi, finalement, tu es bien dans la pratique. C'est pas ça que je veux dire. C'est que tu es un peu, enfin, la sensation que j'ai eue, c'est que tu es dans la recherche absolument de trouver un dosha en particulier, tu vois. Et parfois, tu n'as pas besoin autant de ça. Bien sûr qu'on doit découvrir quels sont les doshas qui sont déséquilibrés, mais parfois, il y avait du parfait équilibre et toi, tu étais là à te poser la question, est-ce que ça va avec le manque de sûreté? En fait, le manque d'être sûr de soi, de se dire, il faut toujours chercher plus, chercher plus. Et en fait, toi, c'est un conseil que je te donne pour toi. Attention, c'est pas pour tout le monde qui est présent là, mais pour toi, Karine, il faut que tu laisses poser plus l'information. Donc, dans tes consultations, il faut que tu sois vraiment dans l'écoute. Et même si tu as besoin peut-être de réfléchir un peu après tes consultations, laisser poser les informations, pas forcément chercher, aller dans le concret. Tu vois comment la personne mange, comment elle dort, aller plus dans le concret. Alors, je vais te poser une seule question parce qu'on a déjà bien dépassé le temps, donc je ne vais pas me prolonger encore plus là-dessus. Alors, quand tu expliques Nidanam, tu dis, quand tu essaies de trouver le dosha qui est à l'origine du déséquilibre, tu nous parles d'un manque de Vata dosha
qui va favoriser une augmentation de kappa et de pitta. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Comment est-ce que le manque... Pardon. Comment est-ce que le manque de Vata Dosha va faire ça? Voilà. Alors pour moi, en fait, le manque de Vata Dosha a entraîné donc une anxiété. Cette anxiété, en fait, a entraîné, donc là, a entraîné chez le sujet en fait que j'ai étudié des causes physiques et des causes physiques et mentales, c'est-à-dire que ça a aggravé le kapha et le pitta en termes d'ingestion d'aliments qui ne lui étaient peut-être pas favorables, avec des quantités qui soient plus grandes. L'anxiété a fait qu'il mange plus et des produits qui ne lui conviennent pas. Et ce qui fait que le vata, l'anxiété, a entraîné donc une augmentation au niveau de l'alimentation non adaptée, on va dire. Ok. Donc là, il y a une confusion. L'anxiété, c'est quoi? C'est physique ou c'est mental? Oui, il fait partie de 3 Mahagunas. Ça serait plutôt du mental. Pas forcément. C'est quoi la manifestation de l'anxiété chez cette personne? Alors, il va avoir tendance à avoir de l'insomnie. Insomnie, c'est physique ou c'est mental? L'insomnie, ça serait physique, ce serait du vata. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manifestation dans au niveau de son l'anxiété? anxiété, il va avoir tendance à s'inquiéter avant certaines réunions. Ça, c'est physique Donc, ou c'est mental? ça va lui occasionner, en fait, s'il mange, derrière, il sent qu'il digère moins bien. Donc là, ça va être des ressentis plutôt physiques. Le fait de digérer moins bien, c'est physique, mais la cause, tu l'as dit juste avant, comment tu l'as exprimé? Que c'était une cause de la maladie qu'elle était plutôt Une mentale. inquiétude. Tu as dit que c'était Voilà, une inquiétude par oui. rapport... Et donc ça, c'est physique ou c'est mental, cette inquiétude? Là, je dirais que c'est plutôt mental. Ok, donc on a les deux. C'est ça le problème quand on parle d'émotion, ok? L'émotion, en Ayurveda, on ne l'étudie pas comme on la connaît. Nous, en Occident, on comprend l'émotion comme quelque chose de mental. Mais ce n'est pas comme ça dans la perspective védique. Donc, quand tu parles d'anxiété, il faut que tu vois si la manifestation, l'anxiété, les émotions, elles ont des manifestations qui sont physiques et qui sont mentales. Donc, il faut que tu détermines les deux. Et après, tu nous parles du coup du manque de Vata Dosha. Donc, ça, c'est une chose. Une chose, c'est l'émotion. Et après, tu nous parles du manque de Vata Dosha qui serait à l'origine d'une augmentation de Kapha et de Pitta. Où est-ce qu'il y a le manque de Vata Dosha? Explique-moi ce manque de Vata Dosha. En fait, ça va être quelqu'un qui va être vraiment comment dire, dans le leadership. Donc, il ne va pas avoir ce côté, j'arrive pas à l'exprimer ça par contre. Quels sont les symptômes de Vata diminué? Pourquoi est-ce que tu es parti sur le principe que le Vata, il était diminué? Pour moi, un Vata diminué, on va se rapprocher des gunas de Kapha. Alors, c'est un Vata diminué ou un Kapha aggravé? Là, je ne sais pas. Ok. Donc, ça tu as besoin de revoir ça. Donc, en formation, on a étudié quels sont les signaux d'un dosha qui est aggravé, d'un dosha qui est diminué. En général, ce qui va générer des maladies, en tout cas, ce qu'on va voir le plus souvent, c'est des doshas qui sont aggravés. Ok. Donc, de dire qu'un vata diminué va causer une aggravation des autres doshas, c'est bizarre. C'est pas impossible, mais c'est bizarre. Ok. Donc là, il faudrait que tu revoies un petit peu ça. Donc, essayer de refaire un petit peu ton samprapti. Quels étaient les doshas? Donc déjà, parce qu'il y a cette confusion entre le mental et le physique. Donc déjà, quels sont les doshas parmi les 5, Vata, Pitta, Kapha, Rajas et Tamas? Quel a été le premier à être déséquilibré? Qu'est-ce que ça a engendré? OK? Donc maintenant, quand un dosha il a augmenté, il y a forcément un autre qui a diminué, etc. On jongle sur ça. Mais on essaye dans notre samprapti de comprendre quel a été le premier à être déséquilibré, comment ça va créer par la suite des déséquilibres. OK? Donc là, ce n'est pas très, très clair cette partie-là à revoir. OK? Sinon, merci beaucoup pour ta présentation. Désolée, j'aurais dû la partager de mon côté avant, je n'ai pas pensé. Mais bon, au moins, on a pu faire à partir de la moitié. Merci. Karine.
J'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous avez une petite idée de comment on travaille en Ayurveda, quelle est la séquence logique qu'on fait quand on fait une consultation ayurvédique, qu'est-ce qu'il y a derrière une consultation ayurvédique dans la tête du thérapeute. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Il y a d'autres élèves qui ont voulu partager leurs études, donc il y aura quelques vidéos comme ça. Vos commentaires sont très bienvenus pour savoir si c'est un style de vidéo qui vous plaît, est-ce que ça vous permet d'avoir une bonne notion de qu'est-ce qu'on fait en Ayurveda ou pas. Voilà, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on continue à faire des vidéos comme ça ou pas trop. Ok, donc j'attends vos commentaires. Si vous voulez savoir plus d'informations sur l'école et sur ce qu'on fait, pour les formations professionnelles, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt lors de la prochaine vidéo.